Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Bienvenue dans votre émission Salon Patriotique sur Bravo Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Paul Kapita Chabangui, l'un des pères fondateurs de l'UDPS, pour analyser ensemble deux sujets majeurs de l'actualité politique. Je citais les congrès de l'UDPS et les récents accords de Washington entre la RDC et le Rwanda. Des enjeux déterminants pour l'avenir de notre pays que nous allons décrypter avec la profondeur et la clarté que mérite notre audience. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Activa Assurance, votre assurance fiable, moderne et proche de vous, chers téléspectateurs. Protégez votre famille, vos biens et votre avenir. Assurez-vous dès aujourd'hui chez Activa Assurance. Voici le portrait de notre invité. Paul Kapita Chabangui est l'un des pères fondateurs de l'UDPS, figure historique de la lutte démocratique en République démocratique du Congo. Aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et d'autres pionniers, il a participé à l'acte fondateur qui a brisé les monopartismes et ouvert la voie au pluralisme politique en RDC. Depuis les premières heures du combat, Paul Kapita Chabangui s'est illustré par une fidélité totale aux valeurs qui structurent l'UDPS, notamment union, démocratie et progrès social. Témoin et acteur de grands moments de la résistance politique, il fait partie de ces militants qui ont payé de leur personne pour que la voix du peuple soit entendue. Homme de principe, à la fois rigoureux et franc, il incarne aujourd'hui l'une des mémoires vivantes du parti. Sa parole compte non seulement pour son ancienneté, mais pour la sagesse et l'équilibre qu'il apporte lorsqu'il s'exprime sur la trajectoire du parti et sur les enjeux nationaux. À l'approche du congrès du 15 décembre, la voix de Paul Kapita Chabangui résonne comme celle d'un gardien de valeurs originelles. Rappelant l'importance de l'unité, de la discipline et de la cohérence politique, pour de nombreux militants, il demeure une référence morale, un repère historique et une conscience vigilante face aux défis du moment. Toujours engagé pour une RDC forte, souveraine et pacifique, il reste fidèle à l'esprit de la non-violence active, principe fondateur de l'UDPS et moteur de son long engagement. Paul Kapita Chabangui est aujourd'hui invité au Salon Patriotique. Aimables téléspectateurs de Bravo Télévision, comme vous l'aviez certainement deviné, je reçois pour vous une fois de plus aujourd'hui Paul Kapita Chabangui, un des pères fondateurs du parti UDPS, cette grande machine politique. Alors avec lui, nous allons parler du congrès qui pointe déjà à l'horizon. Et nous allons également parler sur les accords de Washington, RDC et Rwanda. Et je me tourne vers Paul Kapita. Et bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher. Comment allez-vous? Bien, bien. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau des Salons Patriotiques. Merci. Alors pour commencer, en tant que père fondateur, comment décririez-vous l'état actuel de l'UDPS à la veille du congrès du 15 décembre? Le commentaire est difficile à faire. Notez que à ce jour, je ne sais pas si hier il y a quelques responsables du parti en région qui seraient arrivés à Kinshasa. Je ne sais pas. Or, le congrès a été annoncé pour tenir ses assises le 14. Nous sommes le 40e. Aujourd'hui les 10. Les 10. Ah, je ne sais pas. J'espère que ça va avoir lieu. Mais voyons d'abord. À quoi tient cela? Vous n'êtes pas sûr que le congrès va avoir lieu? Non. J'aurais souhaité que le congrès ait lieu. Et c'est notre souhait à tous. Et tout le monde attend ce congrès.
Mais je ne sais pas si ceux qui sont chargés de préparatifs sont arrivés à conclure ce qui advient. Peut-être qu'on pourrait repousser la date, parce que jusqu'hier, je n'ai pas eu vent de la présence de quelques représentants du parti qui sont en province, qui sont arrivés ici. Mais n'étant pas associé aux préparatifs, je ne pourrais pas aller vite à besogne. Peut-être que ceux qui ont la charge de préparer ce congrès en savent plus que moi. Ah bon? Oui, parce que je n'ai pas eu l'occasion de... Il y a 2 jours, je n'ai pas rencontré ceux qui ont la charge de l'organisation de ce congrès pour vous répondre avec certitude. Mais je continue. Êtes-vous fier de l'UDPS aujourd'hui, votre parti? Êtes-vous fier de votre parti au pouvoir aujourd'hui? Êtes-vous fier de ce qu'il fait? Notamment sur la question de la gestion de la ville-province de Kinshasa, êtes-vous fier? Non, l'UDPS, c'est tout le pays. C'est tout le pays. La gestion de la ville-province de Kinshasa, c'est entre vos mains. La gestion de la ville de Kinshasa? Oui. Non, ça... Il faut être timbré pour dire que ça va. Ça ne va pas du tout. Mais c'est vous, l'UDPS. Mais cela provient du fait que il y a eu élection. Il y a eu élection. Celui qui était à la tête de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Daniel Bumba, je crois qu'il a été élu. Oui. Et, il est fils maison, c'est votre fils. Oui, mais je voulais dire... Est-ce que vous êtes fier de sa gestion? Non, moi je ne peux pas être fier. La capitale fait la honte. La capitale fait la honte, il faut le dire, et le dire tout haut. N'allons pas plus loin. Traversez, allez à Brazzaville. Vous n'êtes pas fier d'appartenir à ce pays. Brazzaville était un petit village. Je crois l'avoir dit à la première interview aussi, sinon je vais le dire. Jusqu'il y a 30 ans, lorsque un mari ou l'autre a envoyé sa femme pour accoucher à Léopoldville, à la clinique Elisabeth ou à la clinique danoise, devenue aujourd'hui Ngaliema, et l'autre là, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Mais quand cette épouse rentrait avec son bébé à Brazzaville, le mari était très fier de leur dire qu'elle revient de Poto-Moyindo. Elle revient de Léopoldville, une capitale en Afrique, mais qui a la parure d'une ou l'autre ville en Europe. Alors, d'après vous, les problèmes, où se trouveraient les problèmes? Est-ce la surpopulation que Kinshasa est en train d'enregistrer aujourd'hui, ou c'est juste un problème d'hommes? C'est un problème d'hommes et d'incompétence. Quiconque aime son pays et qui a toutes les conditions à cet effet est capable de faire du coin qui relève de ses responsabilités un paradis terrestre. Il suffit d'être responsable. Il ne suffit pas de passer par des combines ou le népotisme, tout ça. Non. Il faut mériter le poste qu'on assume. Si on ne le mérite Daniel pas... Bumba n'est pas à la hauteur, d'après vous. Mais je suis quinois. Il n'est pas à la hauteur. On doit le limoger. Moi, je le dis, je suis non seulement honteux, je suis affecté toutes les fois que je reviens dans mon pays. Plutôt que de voir la ville s'améliorer, mais ça ne fait que régresser. La saleté serait devenue l'image de Kinshasa. Mais sauf sur le plan sécuritaire, il y a
Jacquemain Chabani, le VPM qui fournit quand même des efforts et nous essayons de voir, aujourd'hui nous parlons d'une baisse sensible de criminalité urbaine, le phénomène Koulouna également, il fait quand même la fierté des fils dignes de l'UDPS. Là, il faudrait poser la question à ceux qui habitent ici. Mais d'après les échos qui vous parviennent, les échos qui me parviennent la gestion de la Chabani, gestion. oui. Non, je vois seulement la capitale. Hein. Oui. Les échos me parviennent rarement. Hein. Rarement. Il ne m'est jamais arrivé de penser à Jacquemain Chabani. Lui, il est ministre de l'Intérieur. Oui. Il n'est pas gouverneur de la ville. Non. Moi, je parle du gouverneur de la ville. Oui. Mais lui, quand même, il vous honore, vous en tant que père, lui. Jacquemain, dans sa gestion, oui, vous êtes fier de ce qu'il fait. Nous honorer dans quel sens? Vous êtes père, vous êtes un des pères fondateurs. Oui, c'est Oui, un jeune homme très bien éduqué. Oui, c'est un fils. Oui, très Vous bien êtes fier de éduqué. ce qu'il fait de sa gestion, de l'intérieur, de la sécurité intérieure Il doit fournir encore des efforts à cet effet. Il doit encore fournir des efforts à cet effet. Sinon, c'est un jeune homme bien, mais il doit faire beaucoup d'efforts pour assumer ses responsabilités qui sont lourdes de conséquences. Il assume un ministère à problème. C'est comme le ministère de la Défense, comme le ministère de l'économie, budget, tout ça. Mais l'intérieur, c'est un macro-ministère. Et il devrait mettre la main à la pâte, faire en sorte que la sécurité soit garantie à travers le pays, et en particulier dans la capitale. Alors, nous allons revenir au congrès parce que tout le monde en parle, le congrès à tout moment. Mais alors, dites-nous, selon vous, l'importance stratégique de ces congrès pour le parti aujourd'hui et au pouvoir, c'est lequel? Les assises du congrès, tout le monde s'y attendait, dans la mesure où le plus grand parti de ce pays est en train de basculer vers un danger. Un danger en termes d'implantation de l'avenir. Puisque ce parti, je ne le dis pas pour l'avoir fondé, dans le sens étymologique du terme, ce parti a fait la fierté de toutes les filles et tous les fils de ce pays jusqu'il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, tout semble basculer vers la médiocrité. Il faudrait en tout cas que les cadres de ce parti, surtout ceux qui sont issus de ce parti et qui assument une certaine parcelle de pouvoir, prennent conscience du danger qui menace ce parti de disparition. Mais les combattants attendent beaucoup de ces rendez-vous. Oui. Est-ce que le parti est-il réellement prêt pour les satisfaire? Le parti aurait dû satisfaire ses membres en général, la jeunesse en particulier. Il y a longtemps, il y a longtemps, ce parti était une machine qui était qui éveillait tout le monde, une machine qui faisait peur à tous ceux qui ne savent pas se comporter en patriotes, en citoyens. Ce parti était donatrice des idées. Ce parti, à travers les séminaires et d'autres
entraînement en faveur tant de la jeunesse que des personnes âgées. Ce parti renfermait les capacités susceptibles de lui conférer un rayonnement à travers tous les coins de ce pays. Mais il n'a plus été géré. Je le dirai, c'est pour la 3e fois, ce parti n'a plus été géré. En ce sens que personne de ceux qui semblent assumer des responsabilités à tel ou tel autre niveau, en particulier ceux qui sont au niveau national, je ne crois pas qu'ils aient fait des efforts à cet effet. Dans la mesure où, jusqu'à ce jour, je ne sais pas, parmi les jeunes, puisque les jeunes, c'est ça la machinerie d'un parti, c'est les jeunes. Plus de 80% sont incapables de vous définir la doctrine et l'idéologie de l'UDPS. Tel étant un constat, le constat malheureux, comment peut-on parler d'un parti qui vit, d'un parti qui se préoccupe de l'avenir du pays? Mais justement, parce que vous en parlez, quel changement ou correction attendez-vous personnellement du congrès du 15 décembre? Le congrès est attendu par tous. Quel changement ou correction attendez-vous personnellement de ce congrès? Il faudrait que le parti soit enraciné à travers tous les coins de la République, grâce à la bravoure de ceux qui animent toutes les cellules de ce parti, de la base au sommet. Mais ce qui ne semble pas être le cas. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont à la tête de ce parti, à n'importe quel échelon, se comportent de la même manière. Non, il y a des gens de bonne volonté, les gens de bonne volonté, mais dont la bonne volonté s'arrête à un certain niveau suite à la manière dont le parti est géré. On dirait même que le parti n'est plus géré. Le parti n'est plus géré en ce sens que depuis que Félix est à la tête du pays, à ce jour, il n'y a eu aucun séminaire de formation d'ordre idéologique ni doctrinal. Qu'est-ce que vous aimeriez que ça change au sein du parti? Mais un parti... Ce sont des animateurs. Un parti fonctionne Ce sont des tests. de la même manière, toute proportion gardée, que l'organisme du corps humain contient. Le parti a besoin d'être revigoré pour ne pas flancher. Le parti a besoin des animateurs qui soient capables de le rendre presque éternel à travers les enseignements, à travers les séminaires, à travers les entraînements de toute nature. Et vous estimez que Kabouya ne le fait pas? Mais il le fait à quelle occasion? Il l'a déjà fait à quelle occasion? L'UDPS s'entend dire aujourd'hui Tosa Obika. Ça vient d'où? Ça, c'est diabolique. Nous avons évacué M. Mobutu du fait de la dictature la plus perfectionnée du monde pour supporter des slogans de cette nature. Tosa Obika, vous avez affaire à des cochons ou à un troupeau d'animaux? Chaque être humain reflète l'image de Dieu. Chaque être humain pense à l'avenir. Et chaque être humain apporte sa pierre annulaire à la construction de ce pays. Si j'ai bien compris, oui. D'après vous, à l'issue de ces congrès, vous aimeriez bien voir un changement total des animateurs. Oui, ça devrait être le point capital pour faire en sorte que ce parti reprenne son aura de l'époque. Oui. Alors, certains parlent de tensions internes
Pensez-vous que ce congrès va désamorcer ces tensions ou risque de les renforcer? Le congrès est une rencontre de politiciens. Le congrès suppose un grand séminaire qui propose des voies et moyens susceptibles de rendre la machine plus performante. C'est ça l'objectif d'un congrès. Le congrès ressuscite un parti. Le congrès fait remettre en question les dirigeants du parti. Et le congrès est une machine qui permet au parti de se reprendre la bonne forme, reprendre de l'énergie afin d'animer toutes les cellules, tous les éléments qui demandent, qui exigent, qui requièrent l'animation dans le sens d'endoctriner les objectifs principaux qui soutiennent et qui redonnent au parti sa façon de reconstruire la société. Tout à fait. Mais la question de la légitimité des décisions prises au Congrès se pose souvent. Comment garantir un processus transparent? Vous savez, pour votre rappel, il y avait les camps de Deo Bizibou déjà. Deo se voyait déjà secrétaire du parti, se voyait déjà animer le parti. Et aujourd'hui, les questions de légitimité des décisions prises au Congrès se posent souvent. Comment allez-vous garantir la transparence? Mais en fait, un congrès, en d'autres termes, c'est une remise en question. C'est une remise en question de cette machine qu'est un parti politique. À l'issue de ces assises, puisqu'il y aura des débats contradictoires, il y aura des propositions, il y aura plusieurs intelligences au niveau des membres du parti qui vont débattre des problèmes capitaux qui font que ce parti semble ne plus se faire ressentir de la manière la plus positive qui soit, comme il y a 20, 30 ans, et des chocs des idées, la lumière jaillira. Est-ce que le Congrès permet aux membres du parti, de la base au sommet, une remise en question bénéfique, afin d'assurer à cette dernière une longévité? Alors, l'IDPS doit-il, selon vous, retourner à ses fondamentaux ou adapter encore plus la ligne politique au contexte actuel? Oui, l'action politique est toujours dynamique dans la mesure où la société évolue. La société évolue. Et tout gouvernement qui est installé conformément à la taille de l'un ou l'autre parti politique. Mais ce gouvernement s'attelle, fait beaucoup d'efforts afin que son projet de société, le projet de société d'un X ou Y parti, soit d'application. Puisque par projet de société, on entend développer et imprimer une certaine dynamique à l'action de ceux qui se portent comme garants afin d'animer à travers les enseignements, les séminaires de leur parti pour rendre dynamique plusieurs actions à mener. Mais qui doit prendre part à la table des décisions lors de ces congrès? Mais c'est une bonne question. Oui. Il y a des sages. Il y a le président fédéraux
à partir de la cellule, section, et tout ça, jusqu'au sommet. Il y a quand même la crème, à moins qu'on ait eu fait autre chose que ce qui aurait dû se faire, hein, à l'instar de tous les partis qui ont réussi à s'implanter longtemps dans une ou l'autre société. Oui, un parti comme le Parti communiste s'affaire de manière dynamique. Quand il y a les assises, comme celles auxquelles tout le monde s'attend, c'est une redynamisation, oui. Oui, à travers certaines théories, à travers certaines idées qui ont fait des petits. Est-ce que la diaspora prendra-t-elle aussi part à ces congrès? La diaspora brûle de 1000 étoiles pour participer à ces assises. M. Omer Kamba. Oui. Mais pour se déplacer, il faut un billet. Si déjà ici au pays, ceux qui doivent venir de province, ils ne sont pas encore là. Je ne sais pas si à partir d'hier, ils sont là, puisqu'il faut un billet. Il faut un billet. À ce que je sache, jusqu'hier à minuit, j'avais reçu un groupe de compatriotes, combattants, au cadre qui me disent que jusqu'ici, aucun billet n'a été envoyé ni en province, ni à l'extérieur, afin de faciliter la participation de représentants de ce parti à travers le pays et le monde. Peut-être que depuis que je suis sorti, les billets commencent à venir, je ne sais pas. Mais M. Omer Katanda tient vraiment à ce que ces congrès aient lieu. Il est à Bruxelles présentement. Il a raison. Nous avions conféré là-dessus. Et quelqu'un comme Cambomer, il aspire le parti. Il aspire le parti. Il a beaucoup fait pour le parti. Il a beaucoup fait. Le haut fait de Cambomer, c'est d'avoir sauvé Etienne Tshisekedi. Ah bon? Mais si Cambomer n'était pas à ses côtés, mais Moukoulou peut mourir, puisque une baïonnette lui était dessinée. Cambomer l'a couvert, c'est ainsi que Cambomer va ramasser ce coup-là. Et on va l'évacuer en Europe, puisque ce poumon était atteint. Mais ça, les gens semblent l'oublier. Donc c'est lui qui a sauvé les fils. Si Kamba Omer n'était pas sur la place là-bas, à Matongue là-bas, le Sphinx quittait la terre. Oui, c'est Kamba qui l'a sauvé. Wow. Oui, mais ça devrait être connu de tout le monde. Si déjà un élément comme ça est là où il est, et que dire d'autre? C'est ce qui ne se passe pas dans les sociétés qui se développent. On ne peut pas oublier quelqu'un qui a osé poser des actes de haut fait historique. En tout cas, lui, il mérite. Il a une place à la table des décisions. Voilà. Il a vraiment une place. Voilà. Parce qu'il a beaucoup donné pour le parti. Oui, il tenait à venir. Si moi je ne venais pas avec mon épouse, je lui aurais laissé cette place-là. Puisque les gens ici... Vous prendrez aussi part, vous Mais c'est automatique. Ok. C'est automatique. Ok. Si je n'y prends pas part, si l'un de ceux qui ont fondé ce parti, encore sous le soleil, n'y prenait pas part, on va où? On va où? On veut créer une autre histoire ou quoi? On veut inventer... qu'est-ce qu'on veut inventer? La machine à vapeur ou quoi? Vraiment, nous allons changer... Il va de soi, puisque ce parti n'est pas tombé du ciel. Il y a eu des péripéties. Et le Sphinx, Etienne Tshisekedi, beaucoup de gens ignorent pourquoi il s'était présenté au Pont Gabi. C'était pourquoi? Mais l'UDPS n'était plus. Il faut qu'on le sache. Il a sauvé le parti. Si vous m'entendez dire dans toutes mes interventions, je n'oublie jamais de le répéter, Etienne Tshisekedi incarnait le parti. Je le disais de son vivant, je continue de le dire.
sans Étienne Tshisekedi, au pont Gabilabin, on aurait arrêté de parler de l'UDPS. Ah bon? Il faut le savoir. Moi, je serai toujours, j'ai commis des défauts. Je pêche comme tout le monde. Mais sur le compte du parti, je ne rencontrerai jamais de balivernes ou de bêtises. Puisque ce parti a été créé par des personnalités dignes de respect et tous intelligents. Des gens qui avaient opté de mourir pour la survie de leur pays. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des ligablos. Dans un pays, on compte 1000 partis politiques. On se joue du peuple et on fait preuve d'une maturité politique la plus éloquente. Un parti politique, ce n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, au pays ici, tout le monde croit être capable de faire la politique. Mais nous avons été créés par Dieu et chacun a sa vocation. Dieu n'a pas créé tous les Congolais pour faire la politique. Dieu a créé le Congolais à l'instar de tous les peuples. Hein? Nous avons plusieurs vocations. Tout ce que l'être humain entreprend avec brio, c'est sa vocation. Si tel n'est pas le cas, il a imité son ami. Hein, pourquoi pas moi? Et le bateau chavire. Alors nous allons changer maintenant de chapitre pour parler des accords de Washington. Comment avez-vous accueilli cette annonce de la signature des accords entre RDC et Rwanda à Washington? Chapeau à Félix. Chapeau à Félix. Je l'admire. Il pose des actes dignes de critique au début. Mais après réflexion, on comprend qu'il avait raison de poser cet acte-là. Il a joué une bonne diplomatie. Une bonne diplomatie. Bien qu'il ne soit pas diplomate. Mais il a joué de cette manière-là pour sauver les meubles. Et il mérite nos applaudissements. J'ai entendu ce matin dire que Uvira a été pris. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'on va croiser les bras. Là où le général Luboya est commandant à Ituri, vous connaissez le général Luboya? À Ituri. Oui. Et on ne badine pas. Il y a un général compétent, un officier bien formé. Bien formé. Il se comporte en officier, défendant son pays, sans d'autres calculs. Mais dans ce pays, je le dis courageusement. Vous dites qu'il faut applaudir Félix Tshisekedi d'avoir signé ces accords, mais je me permets quand même de vous poser cette question. Les Congolais vont-ils l'applaudir pour avoir fait quoi, alors que pas plus tard que ce matin, vous venez de le dire, Uvira est en train de partir avec les rebelles. Les affrontements continuent, les tueries continuent. C'était pour de finalités de ce genre que Félix Tshisekedi est allé signer ces accords, et c'est pour ça que les Congolais doivent l'applaudir. Félix consacre beaucoup de dépenses pour arrêter cette guerre. Ces dépenses, c'est en termes de finances, c'est en termes d'argent. Comme notre monnaie ne vaut rien, tout se fait en dollars. Est-ce que les dépenses qui sont arrêtées et envoyées à destination sont utilisées rationnellement? Il y en a qui ont un cœur de pierre, un cœur de Satan, qui, en dépit du danger qui nous menace de disparition comme pays et comme État, s'évertuent à prendre de ce qui est destiné à cet effet-là à autre chose, leur poche. Il y a des coins où les militaires n'arrivent pas à manger, alors que tout a été
débloqué à cet effet. Moi, j'assimile ce type d'officier aux sorciers. Puisque un officier, fils ou fille du pays, pendant que sa nation, son pays est menacé, ne peut pas se comporter de cette manière-là. Il est déjà garanti par la situation financière dont il bénéficie comme officier. Mais à quoi ça vaut de mettre la main aussi sur ce qui est affecté à ce qui peut arrêter cette guerre. Ok. Là, vous agissez en sorcier, vous n'agissez pas en patriote, vous n'agissez pas en soldat, vous n'agissez pas en officier. Alors tout ce que les Congolais attendaient, c'était voir la paix revenir à l'Est. Mais fort malheureusement, la paix ne vient toujours pas. En dépit des accords Washington, RDC, Rwanda, tout ça, la paix n'est toujours pas là. Et vous dites que Félix mérite nos applaudissements. Je le dis pourquoi? Oui. Je ne le dis pas pour le dire. Les accords ont été signés. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être dialoguer comme l'opposition les suggérait? Quelle opposition? L'opposition politique congolaise. L'opposition est composée de citoyens honnêtes qui ont fait leur preuve à travers la lutte qu'ils mènent pour sauver leur pays. Quelqu'un qui se dit faire la politique et qui ne fait que voler, détourner pour construire des buildings, qui corrompt et qui se déplace, tout Congolais qu'il est, qui se déplace à Nairobi pour rencontrer un Rwandais. Ce monsieur-là mérite respect. Est-ce qu'il est normal et il se dit faire la politique? Et c'est ce monsieur-là qui exige le dialogue. On dialogue entre soi. Fils et filles du pays. On ne dialogue pas avec les traîtres. Vous avez tous suivi. Vous avez tous suivi. Pardon? Également, Jean-Marc Kabonde. Oui. Vous les connaissez. Il appelle aussi à un dialogue inclusif. Quel dialogue? Quel dialogue? Dialogue avec qui? Avec ceux qui tuent notre peuple? Congolais, entre nous Congolais. Non, mais entre nous Congolais, il y a des Congolais dignes de ce nom. Il y a des Congolais que l'on devrait de droit qualifier de troubadours. Hein? Mais des gens peut-être que c'est le dialogue qui sera une solution à cette question des guerres à l'Est. Parce que déjà avec les accords Washington, Doha, tout ça, la solution n'est toujours pas là. Ça n'a pas résolu ces problèmes qui nous rongent. Mais peut-être c'est le dialogue. Pourquoi vous n'en voulez pas? Moi, je ne suis pas pour le dialogue avec ceux qui ont détruit ce pays et qui ont versé le sang. On le connaît. On le connaît. Je demande, j'en profite pour demander au président de ne pas commettre cette erreur. On peut dialoguer avec des patriotes, des citoyens responsables, politiquement. Jean-Marc est patriote, Martin Fayoulou, ils sont nombreux, pour ne citer que les deux. Ah oui, vous êtes encore trop jeune. Oui. Un homme politique ne s'enrichit pas scandaleusement. Un homme politique qui s'enrichit aux dépens d'un peuple cesse d'être homme politique. C'est un individu ordinaire, au même titre que tous les délinquants. N'allez pas en politique pour vous enrichir. On ne dit pas qu'il faut aller en politique pour s'appauvrir. Mais quand vous êtes en politique, ayez un projet politique. Comportez-vous à travers vos faits et gestes, à travers votre raisonnement, à travers votre comportement, comme tel. Mais on ne va pas en politique. Une année, avant une année, on conçut des buildings, tout ça. On a conçu ça avec quel argent, quel fonds? Un homme politique ne s'enrichit pas sur le dos du peuple. Ok. Dès l'instant que quelqu'un qui se dit homme politique s'enrichit de manière scandaleuse et exponentielle, il prouve
publiquement qu'il adore l'argent. Au nom de l'argent, il peut sacrifier tout un peuple. C'est ça. Je suis en Europe. On ne connaît pas un seul homme politique qui se soit enrichi du fait d'être politique. On ne s'enrichit pas en politique. On peut descendre d'une famille royale. On a une dotation. Ou on peut être homme d'affaires de par la vocation. Et à un certain moment, dire, je vois que ça ne va pas dans tel domaine. Je confie mes affaires à tel. Je vais en politique. Et quand il est en politique, c'est pour apporter une solution à ceux qui le préoccupent, qui n'a pas été donné par ceux qui font la politique, non pas par mauvaise foi, peut-être par oubli. Mais on ne fait pas la politique pour s'enrichir. Et ceux qui vous ont enrichi, le cas d'ici, vous avez été enrichi par les Rwandais, en pillant les ressources du pays, pour trahir votre pays. Et vous vous dites opposant. C'est paradoxal. C'est paradoxal. La richesse d'un homme politique, c'est l'appui qu'il a du peuple. On ne dit pas qu'il soit pauvre. Dans les pays normaux, dans les pays développés, un homme politique est marge au pied de l'État jusqu'à la fin de sa vie. Il est garanti. Mais dans l'opinion publique, oui. Certaines craignent une atteinte à la souveraineté de la RDC avec la signature de ces accords. Leurs inquiétudes sont-elles justifiées selon vous? Mais cette signature intervient à quel moment? Cette signature intervient pendant qu'un autre pays est attaqué de partout. C'est une ouverture, c'est une aubaine pour que, tant soit peu, on puisse ne pas perdre le pays. Je trouve que c'est dans ce sens-là. Nous avons deux puissances du monde. Il y a l'Occident et l'Orient. Dès l'instant que l'Occident, à travers les États-Unis par exemple, fait preuve de bonne volonté pour voler au secours d'un pays comme le Congo. Le Congo qui n'est pas comparé à n'importe quel pays, bien que les Congolais vivent les conditions d'insectes. Mais nous avons un pays paradis terrestre. Dès l'instant que la main est tendue par les puissants de ce monde, ils ne tendent pas cette main pour nous plaire. Ils tendent cette main parce qu'ils savent d'avance à quel type de pays, en faveur de qui ils tendent leurs mains. Cette signature, la signature, cet accord, se défend en ce sens-là. Donc ce n'est pas une mince affaire. C'est historique. Pourquoi l'une des grandes puissances a osé le faire? Ce n'est pas pour nous plaire. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Parce qu'en politique, il n'y a pas de... il y a une expression là qui dit il n'y a pas de... il n'y a que les intérêts qui priment. En politique, il n'y a que les intérêts qui priment. Si Trump trouve que 30 ans durant, on a laissé ce guénon, en termes de dimension, le Rwanda, c'est mon territoire, le Tchikapa est plus vaste que le Rwanda. Donc, 30 ans durant, le pays a été malmené. Primo, puisque nous n'étions pas au courant des stratégies. Mais et 15 ans après, le pays a été sous domination il fallait aujourd'hui signer des accords des Rwandais. Qu'il fallait signer ces accords. L'idée des accords est venue comment?
il fallait mettre un terme à ce sang qui coule. Il n'y a que les intérêts en politique. Oui. Il n'y a que les intérêts en politique. En Le sang ne contrepartie, fait que couler. Est-ce que les États-Unis sont sincères avec nous? nous n'avons pas besoin de la sincérité des Nous avons États-Unis. signé les accords. Jusque-là, Nord et Sud Kivu sous occupation. Ouvira est en train de partir avec les rebelles. Et jusque-là, les États-Unis ne se prononcent pas, ne posent aucun acte. Comment vous interprétez ça? Mais les États-Unis ne sont pas un pays satellite. Nous devons prouver, à travers notre armée, que nous savons nous défendre. Prouver avec la guerre? Et si nous avons des limites, rien n'empêche qu'on puisse Déclencher l'option de inviter un ou l'autre pays, l'inviter à notre rescousse. Ça se fait à travers le monde. Mais déjà, nous sommes allés vers les États-Unis. C'est ça que j'ai dit. Oui. Donc il faut situer cette signature-là dans ce contexte-là. Ok. Les États-Unis n'ont pas signé pour nos beaux yeux. Ils savent qu'ils vont tirer profit Ok. de cette signature. C'est donnant-donnant. Donc voilà en quoi consiste cette signature. Mais cela n'empêche pas que nous puissions de notre côté et nous atteler à faire en sorte que nous puissions gagner cette guerre grâce à mettre au devant de la scène des officiers bien formés et des soldats, puisque pour devenir soldat, il ne faut pas seulement mettre la tenue. Comment voulez-vous avoir une armée efficace quand, à tout bout de champ, vous voyez un soldat vous demander quelque chose? Si ce soldat allait en guerre, on l'achète facilement. Un soldat a prêté serment, nous l'avions prêté. Je prête serment de fidélité, d'attachement à mon pays. Mon sang, je ferai couler mon sang pour défendre ma patrie. Voilà les termes du serment des soldats. Et donc, nous avons posé cet acte-là, les accords. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devrions nous aussi nous atteler à prouver à la face du monde que nous défendons notre pays à travers une armée efficace, composée d'officiers compétents. Vous faites allusion à la guerre. Compétents. Je fais allusion à la guerre. Compétents. Puisque on nous a amené quand Laurent Désiré Kabila, qui comme moi croyait à la sincérité de ceux qui l'accompagnaient, ils avaient amené, on les appelait les Kadogo. Les Kadogo. C'était n'importe qui. Mais il avait fallu, si c'est lui, ceux qui avaient tué Kabila, Laurent, pour prendre le pouvoir pendant 15 ou 16 ans. Il ne l'avait pas fait. Nous n'aurions pas connu ce que nous connaissons. Nous l'avons connu. C'est un fait. C'est un fait. Mais il faut nous atteler à nous suffire à nous-mêmes, en formant une armée digne de ce nom. Puisqu'aujourd'hui, retenez, n'importe qui est soldat. On juge un soldat de par sa façon de marcher. Puisque quand on veut former un soldat, la discipline tient au fait de savoir marcher. Ça compte beaucoup. Donc, dans nos hommes de troupes, il y a deux causes qui font que ils ne s'adonnent pas entièrement comme soldats. Il y en a qui s'adonnent entièrement comme soldats. D'autres, non, ce n'est pas leur faute. Il faut une solde conséquente. Il faut une solde conséquente. Puisque les soldats qui vont en guerre, avec des officiers, mais on les a arrêtés. Des officiers qui ne font que bouffer l'argent. Vous les avez connus. Et un officier n'est pas riche. Un officier, dès qu'il est riche, il doit être jugé. Comment avez-vous? Vous êtes enrichi. Voilà. Puisqu'il constitue un danger pour sa patrie. Voilà. Donc, je pense que décider
solidaire, notre peuple avec, nous allons gagner. Paul Gabriel Kapita Chabangui, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Le rôle de l'assureur que nous sommes est de protéger la population des aléas de la vie quotidienne. Chez nous, humanité, professionnalisme et diligence sont les maîtres mots de notre travail au quotidien. Nous sommes Activa Assurance. Nous sommes passionnément clients. Activa Assurance, passionnément client. Je vais vous lire la première question. Quelle est votre lecture sur les discours du chef de l'État face au Parlement réuni en congrès? Et la question est signée Maurice Mwamba. J'étais très fier de ce discours. Prononcer un discours est une chose, l'appliquer en est une autre. Je prie Dieu pour que le contenu de ce discours soit exploité par le chef de l'État et le gouvernement. Il faudrait qu'on exploite le contenu de ce discours, point par point. Priorité, l'armée. Priorité, l'armée? L'armée. Il faut continuer l'enrôlement de jeunes gens qui souhaitent aller à l'armée. Non pas pour les jeter en pâture, mais pour, comme moi, j'étais à Kitona. 5 mois. Pour être formé comme soldat. Vous voyez? Mais si je vous raconte les conditions d'entraînement, vous racontez ça à n'importe quel jeune homme, s'ils sont 20, 5 seulement vont accepter. Et nous étions 24, nous avons été 8 à accepter. D'autres collègues, licenciés, tout ça, même pharmaciens, tout ça, ils avaient fui la dureté des conditions. Et pour s'engager à une activité, une autre activité humaine, il y a la vocation. Il y a la vocation. Mes parents, quand ils étaient encore en vie, ils disaient, à peine que je venais d'apprendre à parler, je leur disais, moi je serai un grand homme et soldat. Je le suis devenu. Imagine, après la licence et une année aux finances, on lance un appel aux sociologues, politologues, économistes et financiers qui souhaitaient s'enrôler à l'armée de le faire, dans la mesure où l'armée n'avait étoffé que les services de la justice. Tandis que d'autres services, d'autres sociales et autres, n'avaient pas de cadre universitaire. Alors ici, les conditions vont changer. Autant pour devenir juriste à l'auditorat, on apprenait à marcher et à utiliser seulement le revolver. Mais autant, à notre tour, on ne nous a pas formés comme officiers, mais comme soldats, hommes de troupes. Et dans le discours du chef de l'État, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous personnellement? Ce qui m'a marqué, c'est sa détermination à mettre un terme à cette guerre. Je me suis dit, tel étant une des options, il va agir en conséquence, mais en instruisant ceux qui vont gérer cet argent. Puisque le danger qui nous menace, c'est celui-là. Il faut tout entreprendre pour ne pas perdre un seul mètre carré de ce pays. Je vous lis la deuxième question. Selon vous, quel est le plus grand risque ou la plus grande opportunité que ces accords représentent pour la RDC? La question est signée Béatrice Moulamba. Oui, le plus grand danger, pose-t-il la question? Il dit, quel est le plus grand risque ou la plus grande opportunité que ces accords représentent pour la RDC? Ah oui. Mais ces risque ou opportunité? Oui, ces accords qui sont déjà signés est une aubaine
à partir de laquelle on devrait s'assigner, chacun dans son domaine, d'un tel ou tel autre engagement. Et en ce qui concerne l'armée, je reviens là-dessus, que l'armée soit équipée de moyens qui lui permettent de mettre hors d'état de nuire ceux qui nous combattent. Quelles sont les priorités? Que le soldat mange à sa faim, que le soldat touche une sorte qui lui permet de vivre comme un être humain, et que la famille du soldat soit prise à charge par l'État. Voilà. Dès lors que ces conditions sont remplies, je pense que notre armée va faire ses preuves. Dans le temps, on a parlé du colonel Moulamba, Moulamba Nyuni, l'homme de Bukavu et de Stanleyville. La guerre de l'Est, toujours l'Est, Scram et tout ça. Mais Moulamba Nyuni a fait la preuve, non seulement des Congolais, mais des Africains. Et il a bouté hors d'état de nuire les mercenaires blancs. Parce que cet homme était devenu soldat de par sa vocation. C'est comme je venais de le souligner, moi c'est la vocation. Depuis l'enfance je disais, je serai un grand homme et je serai soldat. Pour terminer, quel message adressez-vous aux Congolais qui attendent beaucoup du congrès du 15 décembre et qui s'interrogent sur les accords de Washington? Quel message adressez-vous? Mes chers compatriotes, la confiance et la croyance dans un ou l'autre domaine donné de la vie vos victoires. Dès que vous croyez en ce que vous faites ou en ce que vous engagez de faire, vous y parvenez. Vous y parvenez. La confiance force la conviction. Et la conviction produit des effets. Sans confiance en soi, on ne peut être capable de rien. Rappelez-nous l'affaire de la Bible. David et Goliath. Goliath, oui. Voilà. C'est un exemple qui devait nous servir. De preuves, oui. Quand on croit en soi, on est capable de tout. Si c'est le contraire, on ne peut rien réussir sous le soleil. Il faut être fier de ce qu'on est, croire en soi pour poser un acte qui produit des effets. Quand on chancelle, on n'a pas confiance en soi. Quand les hommes de troupes vont au front, ils n'ont pas confiance en eux. Ne vous attendez pas à des miracles. Et aujourd'hui, j'insiste, il faut que le soldat se sente fier d'être soldat. Qu'il mange à sa faim. Qu'il soit au fond ou au camp, qu'il mange à sa faim. Qu'il soit capable de faire étudier ses enfants au même titre que les autres font étudier leurs enfants. Et il faudra, ça n'a rien à voir avec notre rencontre, l'enseignement. L'enseignement dans un pays donné, un enseignement de qualité, forge des compatriotes valables et dignes de respect. Un enseignement rabais fait d'un peuple des esclaves. Oui. Un petit message particulier pour les combattants de l'UDPS. Combattants de l'UDPS. Oui. Je vais vous adresser un message qui vient du fond de mon cœur. À votre âge, ou moins que vous, moins âgé que vous, nous avions fait preuve de patriotisme, de dynamisme et de l'amour de notre pays. Parce que nous avions comme condition croire en soi. Croyez en vous. Estimez-vous. Créé par Dieu au travers de vos parents. Et l'image de ce dernier. Défendez votre pays et vous serez respecté et l'histoire en parlera. Paul Kapita Chabangui, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Salon Patriotique sur Bravo Télévision. Nous remercions chaleureusement notre invité Paul Kapita Chabangui pour ses éclairages sur les congrès de l'UDPS et sur les accords de Washington entre la RDC et le Rwanda. Des sujets cruciaux pour l'avenir de notre nation.
Un grand merci à notre partenaire Active Assurance. Chers téléspectateurs, n'attendez pas. Protégez-vous et assurez-vous chez Activa Assurance. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouvel épisode du Salon Patriotique. Restez connectés sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.